Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les acteurs de l'offre. Acteurs alternatifs, entreprises et investisseurs. Chapitre 1. Regard croisé sur le commerce équitable. Économiser la politique, ou politiser l'économique, les voies divergentes du commerce QUITABLE. Paul Carey. Introduction. Favoriser la diffusion d'informations sur la situation des petits producteurs marginalisés par le commerce mondial. Faire pression sur les institutions politiques pour l'adoption de règles du jeu minimales. Et dans le même temps, appuyer des petits producteurs du Sud en leur payant un prix juste ou en leur garantissant des relations s'inscrivant dans la durée. Le commerce équitable est une pratique multiforme, composée d'acteurs assez divers. Associations, entreprises, coopératives, petits artisans, sans parler des ONG qui le font apparaître dans leur longue liste de pratiques nécessaires à l'amélioration des conditions de vie au Sud. À la fois réalisation économique tangible quoique limitée dans ses volumes, moins de 0,01% du commerce mondial, et espace de discussion militant pour une transformation plus profonde des structures sociales, le commerce équitable a une dimension éminemment politique. Nous considérerons pour le cas français que les acteurs du commerce équitable sont les membres de la Plateforme pour le commerce équitable, PFCE, organe de coordination fondé notamment par des organisations actives depuis nombre d'années, Artisans du Monde, ADM, Andine, Max Havelaar MH. Quoi de commun cependant entre le café MH labellisé équitable, vendu en grande surface, et l'un des 60 pulls produits dans les Andes par une petite coopérative et qui se retrouve dans une boutique associative ADM? Le commerce équitable n'est ni l'apanage d'une poignée de militants engagés, ni un simple instrument destiné à la récupération à des fins commerciales d'une pratique positivement connotée par le système de marché dominant. En ce sens, il s'accorde assez bien avec les réalités complexes de nos sociétés modernes. Néanmoins, les deux démarches, que les acteurs s'efforcent de qualifier de complémentaires, ne revêtent pas exactement la même signification. Notre étude du commerce équitable s'est faite par plusieurs moyens. Série d'entretiens avec certains acteurs français du commerce équitable entre 2001 et 2003, observations participantes, réunions d'information, débats autour de la pratique, études menées avec les producteurs maliens de la petite entreprise française Sirakoura, en sus d'une analyse du traitement intellectuel et médiatique réservé à cette pratique. Dans cet article, nous essaierons de montrer que le commerce équitable peut se comprendre au travers du concept d'espace public au sens d'Habermas. Après une présentation de ce concept, nous montrerons comment le commerce équitable est soumis à des tensions entre, d'une part, un souci de se développer, de se rationaliser économiquement, de toucher un nombre toujours plus important de consommateurs et d'autre part, une logique plus politique, logique à chercher hors des grandes surfaces, dans les boutiques associatives, dans la création de liens interpersonnels entre acteurs au nord et au sud, dans le souhait de briser l'impersonnalité des relations commerciales dominantes. Le commerce équitable, un espace public nord-sud? Le Sénat se fournit en café labellisé Max Havelaar. L'OMC accueille désormais des débats sur le commerce équitable. La mairie de Nantes inclut le Commercio Justo dans sa coopération politique avec celle de Recife. Autant d'exemples visant à montrer à différents niveaux que le thème a désormais droit de citer sur les agendas politiques. Le commerce équitable agit comme caisse de résonance de problèmes fondamentaux. En France, on a pu observer comment le thème avait peu à peu percé, jusqu'à obtenir, au sein du secrétariat d'État à l'économie solidaire, une véritable reconnaissance institutionnelle. La création d'événements médiatiques, notamment par le label MH, la constitution d'une plateforme commune pour coordonner les actions, l'intérêt porté à cette pratique dans des travaux universitaires, la multiplication des réunions d'information, par exemple, dans les écoles, avec ce qu'ADM qualifie de goûter solidaire, sont autant de vecteurs qui ont concouru à publiciser le concept. Pour Habermas, l'espace public joue le rôle d'un dispositif d'alerte. Il vise à formuler les problèmes de façon convaincante et influente, les appuyer par des contributions et les dramatiser de façon à ce qu'ils puissent être repris et traités par l'ensemble des organismes parlementaires. 1992 sur 386. Cette influence, fabriquée dans l'espace public,
ne devient pouvoir politique que si elle affecte les convictions de membres autorisés du système politique, ibidem. 390, hommes politiques, fonctionnaires, ce qui semble être advenu dans le cas du commerce équitable. On ne prétend pas ici que le commerce équitable forme à lui seul un espace public, mais plus simplement que l'émergence du thème sur la sphère publique et le vaste champ de préoccupations qu'il embrasse, mondialisation, réappropriation des mécanismes d'échange, choix du modèle de société, conjugué à ces pratiques délibératives, dans la fixation des prix, dans le fonctionnement des associations, offre un exemple de fonctionnement au moins balbutiant des apostrophes. Un espace public à dimension internationale, qui essaie de publiciser certaines préoccupations à l'égard des évolutions sociales et du discours technocratique tenu par les organisations internationales ou les États en matière de développement ou de commerce. En France, le travail patient et obstiné d'un réseau de militants a fini par influencer la sphère politique institutionnelle. C'est en ce sens que nous lui attribuons le qualificatif d'espace public. Le tableau ne serait pas complet si on occultait les pathologies, expression utilisée par Habermas, propre à dérégler cet espace. Ainsi, nombre d'acteurs commerciaux conventionnels ont saisi l'opportunité d'utiliser le concept comme une vitrine, sur certains produits, pour attirer des clients au sens éthique un peu plus développé. Le commerce équitable perd de sa portée critique quand il s'insère dans la politique commerciale de grande surface, dont les pratiques quotidiennes pour la majorité de leurs produits, paiements différés, mise en concurrence des fournisseurs, sont incompatibles avec une charte équitable. Le traitement médiatique qui lui a été réservé, bien qu'il le présente sous un angle favorable, n'en fait souvent qu'une vague expression du pouvoir du consommateur, dont l'acte d'achat serait susceptible de terrifier les grands groupes. L'accent mis sur les campagnes de marketing et la volonté de toucher un public de plus en plus vaste occulte quelque peu la dimension militante et critique qui était à la base du projet. La nécessaire rationalisation des processus productifs en vue d'augmenter les volumes ou apparition de grilles de critères exigeantes pour les producteurs, se substitue à l'agir communicationnel, aux pratiques délibératives. On a donc, d'une part, un souci de rationalisation, qui s'exprime notamment dans l'introduction des produits en grande surface, d'autre part, le souci, clair dans une association comme ADM, de ne pas abandonner la dimension politique du projet. Le commerce équitable, un marché comme un autre ? Commerce équitable et marché. D'un point de vue économique, le commerce équitable peut s'intégrer au discours libéral dominant. D'une part, il peut être assimilé à un mécanisme de marché, répondant à la demande des consommateurs à la recherche de formes de production socialement ou écologiquement responsables. D'autre part, il s'accorde avec la rhétorique selon laquelle le commerce international, qui croît à un rythme 2 fois supérieur à celui de la production mondiale, n'est pas en soi créateur d'inégalités, Krugman 2000, puisque c'est un mécanisme où tous les participants sont censés être gagnants, ce qui évite d'ailleurs des apostrophes, en stigmatiser les véritables bénéficiaires. De fait, il est notable que les institutions européennes se soient intéressées sous cet angle au mouvement. Le Parlement européen et la Commission européenne ont souligné ces vertus comme processus par lequel la demande des consommateurs citoyens suscite des formes de production plus justes au Sud. En outre, cette pratique s'insère parfaitement dans un système libre-échangiste. Les productions ne sont pas subventionnées par l'État. On peut ainsi analyser le commerce équitable comme première étape de l'insertion des petits producteurs au commerce international classique. D'autre part, certaines chartes de définition de la pratique ont souligné l'importance du respect des droits de l'homme dans les processus productifs. L'accent est notamment mis sur la question de l'exploitation des enfants, thème porteur au sein de l'opinion publique occidentale. La question des femmes apparaît souvent en première ligne, certaines coopératives étant exclusivement féminines. On observe en revanche, dans la charte de la PFCE, que l'organisation participative des producteurs a été reléguée au second plan, après certains critères techniques, préfinancement, transparence, contrôle. Les incitations à l'autogestion, notamment dans le cadre de coopératives, apparaissent moins présentes que dans le discours tiers-mondiste, dominant dans la pratique au cours des années 70 et 80. Enfin, il nous faut aussi souligner que le commerce équitable, comme l'idéologie humanitaire, a pu être un remède à la discrétion de la pensée critique pendant les années 90, Boltanski, Chiapello, 1999.
L'action directe, notamment par la lutte contre l'exclusion, en faveur des SDF français ou des exclus du commerce international, a pu être une réponse à l'incapacité de proposer des alternatives au capitalisme, dont la légitimité était renforcée suite à l'effondrement des régimes soviétiques. Cette apologie de l'action pour elle-même a d'ailleurs largement contribué à une certaine incohérence des pratiques menées. Dans un article où elle se livre notamment à une analyse rhétorique des chartes de certaines organisations, Béorier montre que la précision des objectifs de développement, entendue comme processus individuel et communautaire, s'est estompée, 2001 sur 210, et s'est vue substituer une approche davantage fondée sur le concept, peu explicité, de développement durable. Pour elle, cette évolution symbolise le passage à des objectifs quantitatifs et à une nouvelle stratégie, davantage commerciale. L'utilisation forcenée du terme développement durable, par les multinationales et les milieux militants, est symptomatique de cette évolution, qui contribue à la perte de substance du concept. On assiste au passage d'une logique de développement à une logique de coopération commerciale dans laquelle sont prônées autonomie et responsabilité des producteurs, dont la situation défavorisée pourrait s'améliorer s'ils se prennent en main, éclairés par les conseils des organismes compétents. En clair, si on prétend ne pas imposer un modèle de développement, les producteurs doivent néanmoins respecter des standards sociaux, économiques et environnementaux pour accéder au réseau équitable. En cas d'échec, la responsabilité leur revient quasi exclusivement. D'autre part, l'influence du néolibéralisme se fait aussi sentir dans le passage d'un projet collectif, chaîne continue du producteur au consommateur, à une somme de comportements individuels, producteur responsable, firme responsable, consommateur éthique, aboutissant par le respect de chacun des bonnes pratiques. Je m'applique à bien produire, je n'étrangle pas mes fournisseurs, je consomme de façon raisonnable, à une amélioration du fonctionnement économique qui est pas mue par une réflexion politique, mais par une concordance momentanée des comportements. Une marchandisation indéniable de la pratique. C'est certainement chez les fondateurs de MH que le revirement est le plus sensible. Le label apposé sur les paquets de thé ou café semble, pour ses fondateurs, être devenu contre-productif, puisqu'il gêne les marques qui souhaiteraient développer leur propre image. L'initiative lancée par N. Rosen, un des fondateurs du label, visant à produire des jeans en coton biologique, est novatrice. Le but est d'étendre l'influence du commerce équitable aux produits textiles. Les premiers produits ont été commercialisés fin 2001. La principale nouveauté du concept a été de se positionner sans label équitable explicite. Celui-ci n'apparaît qu'implicitement, les qualités propres du vêtement étant mises en avant, coupe, qualité du tissu. Le professionnalisme du producteur devient l'argument majeur, Rosen, Off 2002 sur 220. MH cherche à se débarrasser de l'image du pauvre producteur lésé et du consommateur compatissant, idem. Le lancement d'une marque est un premier pas, qui dépasse le label, sans pour autant abandonner la production à une entreprise conventionnelle. Dans cette optique, la qualité tant sur le plan social qu'écologique n'est pas un argument de vente déterminant, mais tout au plus un petit atout, idem. Ce constat sonne comme une forme d'aveu d'impuissance. N. Rosen le reconnaît lui-même, en considérant qu'il ne faut pas surestimer les bonnes résolutions du consommateur qui n'achètera que si le produit est d'une qualité égale à celle d'un produit classique. Si la tendance à normaliser la pratique, à l'assimiler à un simple marché est indéniable, le commerce équitable offre encore en son sein une large palette de pratiques délibératives, critiques sur les mécanismes du libre-échange, nourrissant sa dimension d'espace public. 3. Le commerce équitable, approche entre dons et marché. En France, le réseau ADM et sa grosse centaine de boutiques distribuent des produits du Sud et promeuvent une démarche d'information. La plupart des boutiques sont tenues par des bénévoles, la structure d'ADM étant une fédération nationale qui chapeaute les associations locales. Échanger et reconnaître. L'acte d'achat n'est pas nécessairement propice à la reconnaissance d'autrui, autrui étant ici le fabricant, l'artisan du produit consommé. Dans les grandes surfaces, la provenance exacte du produit consommé n'est pas toujours évidente à connaître et quand bien même on aurait des indications sur le lieu d'origine de production, cela ne nous dit rien sur les conditions de production. Si le vecteur principal de la distribution commerciale en France,
70% de l'alimentaire, n'est pas un lieu propice à la reconnaissance, notamment en raison du peu d'intérêt qu'un supermarché aurait à faire de l'information sur les conditions de production inéquitables d'une grande partie des biens proposés. Les boutiques équitables sont l'expression d'une volonté de ne pas séparer ces deux aspects, acte d'achat et information sur le produit. Les informateurs des World Shops sont généralement capables d'indiquer la provenance de leurs biens et de donner des informations fiables sur les conditions de leur production. Plus profondément, il faut nous interroger sur les possibilités de mettre en interrelation active des consommateurs et des producteurs de pays différents, de communautés différentes. Le commerce équitable comprend à la fois des personnes qui échangent et des produits qui circulent. Reprenons ces deux aspects séparément pour les besoins de l'analyse. Les biens distribués sont soit des biens alimentaires, soit des produits artisanaux. Le choix d'ADM a été récemment de se concentrer davantage sur l'artisanat, en vue de ne pas être assimilé à une épicerie équitable. L'artisanat a l'avantage par rapport à l'alimentaire, d'offrir des produits dont l'histoire est plus riche, dont la trajectoire de fabrication peut être assez facilement retracée et différenciée. Dans le cadre des coopératives agricoles, c'est davantage sur l'histoire des producteurs qu'on se concentre, leurs formes organisationnelles, plutôt que sur les produits eux-mêmes. En outre, il est difficile pour des productions comme le café ou le cacao, d'arguer de leur enracinement historique puisque l'influence coloniale n'a pas été mince dans leur mise en place. Ce ne sont donc pas seulement des produits qui circulent, c'est aussi de la matière spirituelle, pour reprendre l'expression de Mauss dans son essai sur le don, qui considère que l'échange primitif n'engendre pas nécessairement de bénéfices, de profits, qu'il concerne des biens et des richesses, des meubles et des immeubles, des choses utiles économiquement, mais surtout des politesses, des festins, des rites. 1968 sur 151. Dans les boutiques équitables, il semble bien que les liens sociaux créés importent autant sinon davantage que les biens échangés. La valeur intrinsèque du bien est moins importante que la valeur de la relation elle-même. Les petits entrepreneurs, qui vivent une galère quotidienne pour maintenir à flot leurs affaires, sont mus par des motivations largement non économiques. Ainsi, l'entreprise Sirakura ne saurait être comprise sans mentionner la passion de son responsable pour le Mali et ses habitants. Que cette passion se soit matérialisée en entreprise est de l'ordre des moyens. Le projet n'a pas principalement des fins économiques. Dans le commerce équitable, c'est tout d'abord la dignité de l'autre qui doit être respectée. Le tiers-mondisme des années 60 mettait l'accent sur les pauvres et leur dignité. L'inspiration chrétienne qui faisait des derniers les premiers a été forte et comme nous avons pu le constater, cet aspect a durablement inspiré la pratique. La charte de la PFCE mentionne le fait de permettre aux producteurs et aux consommateurs de vivre leur dignité et leur autonomie. Cette dignité se matérialise dans le souhait de ne pas créer de relations d'assistanat avec les producteurs, même si, et on a pu le constater à la lecture de rapports critiques sur la situation des producteurs, la réalité est parfois moins brillante, de nombreuses organisations restant très dépendantes des réseaux équitables. Il existe néanmoins un souci clair de ne pas faire de la charité, et l'existence d'un sentiment d'estime mutuelle peut éviter de créer une relation inférieure, supérieure. Pour le consommateur, c'est aussi un moyen de ne pas cautionner l'exploitation souvent à l'œuvre dans le commerce international. D'autre part, l'intégrité de la personne est aussi respectée dans cet échange. Les rapports ne sont pas supposés être des rapports d'exploitation. Travail des enfants, esclavage et discrimination sexuelle sont dénoncés. La figure du don peut aussi se retrouver dans le processus de fixation d'un prix juste, les partenaires, que ce soit les producteurs ou les importateurs, faisant preuve d'une certaine libéralité, au sens d'Aristote, 1992 sur 106-109, en ne défendant pas à tout prix leur intérêt propre, en reconnaissant les contraintes propres des agents impliqués dans la transaction. Le souci du commerce équitable de reconnaître l'autre comme partenaire égal dans l'échange et grâce à l'échange, est une illustration de la réduction que subit l'échange lorsqu'il est assimilé à son versant marchand. La sphère du don fragilisée. Le parallèle avec la relation de don n'est cependant pas complet. La relation marchande reste importante. Si on définit le don comme le triple processus donner-recevoir-rendre, processus dans lequel il n'y a jamais une remise à zéro complète de l'équivalence des biens échangés,
on donne plus qu'on a reçu. Le procédé du marché, en créant une équivalence stricte entre le prix payé et le bien acquis, permet de mettre fin à la relation dès l'acte de paiement réalisé et de briser ainsi cette relation de don. Dans le cadre du commerce équitable, il est aussi possible, notamment pour des causes d'insuffisante rentabilité, de mettre fin à certaines relations. C'est par exemple le cas quand la qualité des produits est défectueuse ou quand les produits ne s'écoulent pas. On a pu observer que Sirakura avait ainsi mis fin à ses relations commerciales avec une association pour ces raisons. Le processus n'est pas aussi brutal que sur un marché pur, puisqu'il est généralement précédé de mise en garde. Néanmoins, le modèle du don n'est pas assimilable au mécanisme de commerce équitable. La tendance, en outre, va s'accentuant puisque les registres, qui regroupent l'ensemble des producteurs équitables du Sud, permettent aux distributeurs de ne pas avoir de relations personnalisées avec les producteurs et ainsi, de moins se formaliser lors de l'abandon d'une relation. La définition d'un prix sur des critères précis, les tentatives de développer les capacités comptables des producteurs, les enquêtes sur la propension à payer des consommateurs européens sont autant d'exemples montrant que le commerce équitable cherche à afficher un aspect économiquement respectable. Dans cette optique, on s'attache à prouver, puisqu'on se défend de faire de la charité, que le prix est juste et qu'il y a stricte équivalence entre ce qui est donné et ce qui est perçu. Néanmoins, le commerce équitable, ou du moins une frange de celui-ci, apparaît ainsi, en se plaçant entre don et marché, comme une forme d'échange particulièrement originale et de par les réseaux qu'il met en place, comme une tentative intéressante de poser la question de la reconnaissance d'individus géographiquement et socialement éloignés, partageant un même souhait de se réapproprier les actes d'échange marchand. Conclusion. Il nous semble, malgré les nombreuses lectures possibles du commerce équitable, qu'on peut dégager quelques conclusions. Premièrement, cette notion est très idéologique, notamment dans sa récupération par les entreprises conventionnelles. Ensuite, elle correspond bien à la cristallisation des contradictions de nos sociétés sur le thème des alternatives, notamment face à la mondialisation et à l'imaginaire du développement. En outre, la dimension symbolique est essentielle. Le commerce équitable ne saurait se limiter à la quasi-insignifiance de son poids économique. La notion d'espace public lui correspond bien. Oscillation permanente entre projets de revigoration de l'agir communicationnel et tendance à une rationalisation pathologique. Enfin, c'est dans sa capacité à s'articuler ou non avec des expériences proches et à mettre en avant son aspect politique qu'on peut certainement voir les points d'évolution qui éviteraient sa réduction à une simple vitrine de respectabilité pour certaines firmes. Ainsi s'opèrent déjà de nombreux rapprochements avec l'agriculture biologique. Références bibliographiques. Aristote, 1992, Éthique de Nicomaque, Paris G. F. Flammarion. Boltanski L., Chiapello E., 1999, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris Gallimard. Habermas J., 1992, Droit et démocratie, Paris Gallimard. Krugman P. 2000, La mondialisation n'est pas coupable. Vertu et limites du libre-échange, Paris La découverte. Martuccelid, 1999, Sociologie de la modernité, Paris, Folio Essai. Mauss Monsieur 1968, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF. ORIETB, Diversité des approches, diversité des pratiques, INAUROIC, SCHUMPERLYOUNOSSIANC, SD, 2001 Le commerce durable. Vers de plus justes pratiques commerciales entre le Nord et le Sud, Genève, IUED. ROZENN, Hoff F. Vander, 2002, L'aventure du commerce équitable. Une alternative à la mondialisation par les fondateurs de Max Havelaar, Paris J.C. Lattès. La consommation responsable. Un nouveau point d'appui pour le commerce QUITABLE. Aurélie L. ACHEZ. Introduction. La consommation engagée, reposant sur une cause mobilisatrice, santé, protection environnement, protection des enfants, est souvent envisagée comme un moyen de promouvoir le développement durable, de résoudre tout un ensemble de problèmes sociaux et environnementaux Zakai 1998, mais aussi comme un moyen d'expression pour les consommateurs Micheletti 2003, Gallet 2001.
Le commerce équitable peut être considéré comme l'une des formes d'approvisionnement de la consommation engagée, dans la mesure où il propose des produits présentant certaines caractéristiques éthiques. L'aspect solidaire de ce mode de production est valorisé lors de la mise en marché des produits issus de cette filière. Cependant, et si l'on accepte ce lien établi de fait par l'intermédiaire du produit, la question qui semble se poser est de savoir comment le commerce équitable et la consommation engagée sont liés. En adoptant le point de vue du consommateur, acheter un produit du commerce équitable équivaut certainement à un acte engagé, et cette question du lien entre consommation engagée et commerce équitable ne paraît peut-être pas cruciale. Or, si l'on se place du côté des acteurs du commerce équitable, l'objectif premier est de faire émerger un nouveau système commercial plus favorable aux producteurs du Sud. Le fait que la consommation, en étant engagée, puisse être un moyen pour faire évoluer la filière n'apparaît pas historiquement en premier lieu au sein du mouvement en faveur du commerce équitable. C'est pourquoi il nous paraît particulièrement intéressant de saisir la construction, dans le temps de ce lien. Nous formulerons l'hypothèse suivante. La consommation engagée serait un nouveau point d'appui pour le développement du commerce équitable. Au travers de cette notion de point d'appui, nous souhaitons souligner le fait que le commerce équitable évolue en fonction de son environnement, qu'il s'accroche à divers mouvements ainsi qu'à divers outils du marché pour atteindre ses objectifs ou perdurer. Plus précisément, il s'agit ici de lire le commerce équitable à travers le prisme de la notion d'attelage, une notion empruntée à Franck Cauchois. L'attelage intervient lorsque les acteurs déterminés à réaliser un projet personnel comprennent qu'ils pourront atteindre leur objectif encore plus vite en s'arrimant à la progression conjointe d'autres acteurs engagés dans une entreprise voisine, 1999/120. Nous procéderons ici en deux temps. Dans un premier temps, nous mettrons en évidence les attelages que les acteurs du commerce équitable ont mobilisés précédemment, en nous intéressant plus particulièrement aux textes dont ils se dotent, avec des incursions dans l'histoire du mouvement. Ensuite, à l'aide de l'analyse de divers documents produits par les acteurs du commerce équitable, nous étudierons les voies qui permettent aujourd'hui au commerce équitable de se rattacher à la thématique de la consommation engagée. Le commerce équitable, un mouvement aux appuis multiples? Un retour sur l'histoire du commerce équitable, telle qu'elle est mise en avant dans diverses études Bucolo 2000, Abbard, Lafarge, Peters, Vergriet 2002, Lachaise 2001, Ritimo Solagral 1998, Rosen, Hoff 2002, ainsi que L'. Analyse des textes que les acteurs du commerce équitable mobilisent pour définir leurs activités, va nous permettre de saisir les attelages convoqués par le commerce équitable. La charte émise par la plateforme française pour le commerce équitable PFCE, ainsi que le consensus de Fines, constituent ici des documents de référence, dans la mesure où ils encadrent les pratiques menées au nom du commerce équitable. L'analyse de ces documents permet de mettre à jour l'existence de 4 formes d'attelage. Elles se combinent au cours de l'évolution de ce type de commerce, et correspondent chacune à des moments particuliers de ce mouvement. À l'origine, les acteurs du commerce équitable semblent procéder d'un attelage à une certaine critique de l'économie capitaliste. Par la suite, l'adoption d'un processus de labellisation révèle l'appui que trouve le commerce équitable dans le marché. Enfin, la structuration actuelle du mouvement oriente le commerce équitable vers des thématiques telles que le développement durable et la consommation engagée. Naissance du commerce équitable, s'appuyer sur la critique ambiante? Dans les définitions dont se dotent les acteurs du commerce équitable, il existe une certaine dimension critique de l'économie capitaliste, ou du moins du système commercial international. En effet, les conditions dans lesquelles s'exerce le commerce international sont jugées négativement par les acteurs du commerce équitable. Le commerce est souvent devenu un enjeu de pouvoir et de profit privé, lié à la spéculation à court terme. Inéquitable, cette forme du commerce banalise une relation de dominant-dominé. Ce n'est pas le commerce en tant que tel qui est un problème, mais son utilisation comme arme économique. Cette situation entraîne un déplacement des marges vers l'aval. Les producteurs voient leurs marges s'éroder sous la pression des industriels et des distributeurs. Ce commerce est responsable de la dégradation des termes de l'échange. Charte PFCE. Orientation stratégique.
Travailler délibérément avec des producteurs et des travailleurs marginalisés de manière à les aider à passer d'une situation de vulnérabilité à une situation de sécurité et d'autosuffisance économique. Parvenir à une plus grande équité dans le commerce international. La mobilisation pour un changement dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel, FIN. Or, cette dimension critique se retrouve dans les origines du commerce équitable. Celui-ci se développe dans les années 1960 sous l'impulsion de diverses associations d'obédience catholique et s'appuie sur les diverses actions de la Conférence des Nations Unies pour le développement, CNUSED. Cette organisation qui œuvre au sein du GATT puis de l'OMC pour un traitement différencié des pays du Sud, émet lors de sa première réunion à Genève en 1964 l'idée que les relations Nord-Sud doivent être guidées par le principe suivant, Trade, not aid, du commerce pas de l'aide. Le commerce équitable, pour faire valoir ses propres principes, s'arrime à la critique de la CNUSED, Sandretto 1995 sur 50-51, adressée aux organisations économiques mondiales. Intensifier l'activité, le marché un appui conciliable ? Cependant, au-delà de ce premier attelage critique, le commerce équitable semblerait s'inscrire également dans une certaine logique marchande. En effet, dans les années 80, de nombreuses questions se posent au sein du mouvement. Comment répondre à la demande des producteurs qui désirent vendre davantage et de quelle manière est-il possible de développer la pratique du commerce équitable ? Bucolo 2000. Certains acteurs de la filière proposent alors d'élargir la diffusion de produits équitables par le biais de la grande distribution, notamment grâce au processus de labellisation. Celui-ci débute alors concrètement en 1988 avec la création aux Pays-Bas du premier label, Max Havelaar. L'entrée du commerce équitable dans un système de normalisation-certification, ainsi que la diffusion de ces produits dans les réseaux de la grande distribution, illustre le rattachement qui s'opère entre le commerce équitable et le marché. Ceci a créé de nombreuses tensions entre les organisations de commerce équitable au Nord. Néanmoins, consciente des limites d'un commerce équitable se développant uniquement dans un réseau de boutiques spécialisées ainsi que des demandes adressées au mouvement, ces deux formes de commercialisation ont fini par coexister, étant peu à peu considérées plus comme complémentaires qu'antagonistes. L'attelage au marché devient donc un atout pour développer l'activité, élargir le public pouvant accéder aux produits issus du commerce équitable. Dans les principes élaborés par les acteurs du commerce équitable pour mener leurs actions, nous retrouvons cet attelage au marché avec le principe de transparence consubstantielle au modèle de concurrence pure et parfaite. Ceci apparaît dans les diverses lignes de conduite que se donne le mouvement, notamment sur la question de l'information. Les consommateurs sont informés sur les conditions de production des produits qu'ils achètent, et on donne aux producteurs des connaissances sur les réglementations, les possibilités d'accès au marché, etc. Les organisations de commerce équitable souhaitent faire preuve de transparence dans leur fonctionnement. Assurer la transparence dans le fonctionnement des différents partenaires, qui passe par une information réciproque à chaque étape sur les conditions de travail, les salaires, la durée des relations, les processus de production et de distribution, les prix, les marges. Charte PFCE. Pour en tirer un bénéfice mutuel, le commerce équitable doit être basé sur le dialogue, la transparence et le respect, c'est-à-dire 1. 2. Être transparent sur le fonctionnement et les finances de l'organisation comme requis par la loi et les accords du commerce équitable. 3. Fournir l'information permettant de faciliter l'accès au marché. Le commerce équitable semble donc bien s'être appuyé pour émerger et se développer sur deux types d'attelages. La critique de l'économie capitaliste, ou du moins de certaines de ses dimensions, et l'inscription dans la logique marchande. Cependant, ces deux appuis sont-ils ses seuls alliés ? Le commerce équitable ne trouve-t-il pas d'autres points d'ancrage, plus contemporains, afin de pérenniser son action ? Diversification des appuis. L'analyse des définitions que donnent les acteurs du commerce équitable au mouvement fait surgir un autre effet d'attelage, à savoir le lien que les organismes du commerce équitable établissent entre ses propres définitions et le concept de développement durable. Dans une approche solidaire du commerce équitable, travailler d'abord avec les producteurs. Dans le cadre du développement durable, charte PFCE. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions d'échange
et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs salariés, en particulier ceux du Sud. Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à appuyer les producteurs, à sensibiliser l'opinion publique et à mener campagne pour des changements dans les règles et les pratiques du commerce conventionnel, FIN. Le concept de développement durable a fait une première apparition en 1972 avec l'émergence du concept d'éco-développement, lors de la conférence des Nations Unies à Stockholm sur l'environnement humain, et les alertes du Club de Rome sur le danger d'une croissance économique et démographique importante dans un contexte de raréfaction des ressources. Le concept de développement durable apparaît véritablement en 1987, dans le rapport « Notre avenir à tous » de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, présidée par Madame Gro Harlem Brundtland. Nous pouvons parallèlement percevoir un attelage du commerce équitable au droit, dans la mesure où de nombreuses conventions internationales de loi sont reprises dans les critères de fonctionnement du commerce équitable, particulièrement sur les thématiques de la liberté syndicale, de l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, de la non-discrimination. Une organisation participative respectueuse de la liberté d'expression et de l'avis de chacun, le respect de chacun sans discrimination aucune, l'élimination du travail des enfants, charte PFCE, l'application des normes internationales de droit du travail définies par loi, FIN. Notons que ces textes font souvent apparaître le consommateur et l'opinion publique, qui sont explicitement désignés comme de nouveaux appuis décisifs, d'où un nouvel arrimage possible entre commerce équitable et consommation engagée. Quand le consommateur devient consommateur, un nouvel attelage ? L'analyse de documents produits par les acteurs du commerce équitable paraît ici la plus opportune pour saisir la manière dont ce mouvement s'attelle à la consommation engagée. En effet, les acteurs du commerce équitable s'adressent principalement à travers ce type de support aux consommateurs et rendent ainsi visibles leurs actions. Nous avons choisi de nous cantonner à l'analyse de documents produits par Artisans du Monde et Max Havelaar France, dans la mesure où ces deux organismes sont représentatifs des types de filières existant en commerce équitable, filières intégrées ou labellisées, et qu'ils sont les principales figures du commerce équitable en France. 3 supports de communication sont soumis plus particulièrement à l'analyse. L'emballage des produits et en particulier de café, produit phare du mouvement, nous a semblé constituer un premier point d'entrée pertinent. Le produit et son packaging constituent un mode de contact privilégié entre le consommateur et la production équitable. Nous avons eu à notre disposition une dizaine de paquets différents. Ces paquets nous ont conduits à un deuxième support, les sites internet de chaque association. Ces derniers sont mis en avant sur les emballages pour permettre aux consommateurs désireux d'acquérir des informations complémentaires. Enfin, nous avons analysé des documents écrits, notamment une vingtaine de revues, produits par les deux associations. Ces documents ont été collectés soit sur le site de ces associations, soit sur demande. La question qui guidera notre analyse documentaire sera la suivante. Comment les acteurs du commerce équitable, entendus comme étant tous les individus qui, au nord comme au sud, participent à la vie de la filière équitable, autrement dit les organisations de producteurs, les bénévoles et salariés, souvent des militants des organisations de commerce équitable au nord, s'attachent-ils à la consommation engagée ? Liés consommateurs et acteurs du commerce équitable. L'analyse permet de déceler dans tous ces documents une volonté de lier le consommateur aux acteurs du commerce équitable. Ce lien s'illustre de 2 manières. La première met en scène le lien consommateur-producteur qui est présent sur tous les supports. Ce lien se décline sur 2 registres. Il s'agit à la fois de donner une identité aux producteurs et de faire éprouver aux consommateurs une certaine sympathie pour ces derniers. Divers procédés sont alors utilisés, comme la photographie, portraits de producteurs, mise en scène de leur travail, etc., et le récit quasi ethnographique, histoire de la famille du producteur, conditions de vie des producteurs. Ceci se retrouve bien souvent dans la conception des boutiques d'artisans du monde. En effet, un registre donnant des informations sur les groupements de producteurs, histoire, activités, photographies, etc., est à la disposition des consommateurs. Francisco Escobar Correa travaille dans son champ. Sur la parcelle de terre qui jouxte la maison en bois, où vivent Francisco, sa femme Myriam et leurs 7 enfants,
La production s'élève à 20 quintaux par an, la tasse de Max numéro 5, 2000. À 60 ans, Mohamed Ofori, père de 12 enfants, pantalons retroussés, s'active pour la récolte du cacao. Mohamed, qui est membre de Kwapa Koku depuis 8 ans, se réjouit. Ma vie a changé. À présent, je sais ce que je gagne et j'épargne. Dans la région, notre plus belle réussite, c'est la construction d'écoles publiques. La tasse de Max numéro 12, 2003. Un second lien s'instaure entre consommateurs et acteurs du commerce équitable du Nord. Ce lien se noue de la manière suivante. Les acteurs du commerce équitable mettent à la disposition du consommateur une série d'indications permettant de connaître leur identité ainsi que leurs initiatives, coordonnées, bilan des campagnes de sensibilisation, des avancées du commerce équitable, infos sur les actions à venir, etc. En créant cette proximité physique, et en faisant voir aux consommateurs leur connaissance de la vie des producteurs, leur implication dans les actions des organisations au Nord, les acteurs du commerce équitable semblent à la fois vouloir susciter la sympathie du consommateur pour ces derniers, mais aussi pour leurs propres actions. Une fois ce sentiment éveillé, les documents soulignent toujours les possibilités d'action qui s'offrent aux consommateurs pour jouer un rôle sur la vie de ces producteurs, sur l'avancée du commerce équitable, sur l'activité des bénévoles. C'est là en effet que le second temps de l'attelage à la consommation engagée semblerait se jouer. Faire assimiler l'acte d'achat à l'idée de participation. Si dans tous les documents... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.